qu'on a découvert aussi, c'est que de manière très large, dans la région de Nikko, il y a énormément de corps retrouvés, il y a eu des corps démembrés, il y a eu aussi des tentatives de kidnapping. Donc en fait, ça nous glace le sang. Ouais. Tu peux retrouver quelqu'un, c'est seulement par des objets. Hein. Retrouver un téléphone, le sac, des vêtements, tout ce qui est plastique, quoi. Est-ce que ça a un intérêt? Finalement, rien n'a d'intérêt depuis 4 ans. Je m'appelle Damien Véron, je suis le frère de Tiffaine Véron qui a disparu au Japon le 29 juillet 2018 et je vais vous raconter l'histoire que nous menons avec ma famille pour la retrouver. Alors Tiffaine était une jeune femme radieuse qui était passionnée du Japon. Elle avait appris à écrire en japonais et donc son rêve c'était de pouvoir aller au Japon. Mais cette fois-ci, elle avait déjà fait un voyage en 2013 où elle avait seulement visité Tokyo. Et cette fois-ci, son objectif en 2018, c'était de faire le tour du Japon. Et ce qui était aussi intéressant pour nous, c'est qu'elle voulait nous faire partager son voyage. Et donc, nous avions un groupe WhatsApp où elle nous disait absolument tout ce qu'elle voulait faire. Donc, sa disparition, qui est survenue le 29 juillet 2018, a été assez brutale. Tiffaine, tout de suite, quand elle est arrivée au Japon, nous a tout de suite dit « ça y est, je suis arrivée », elle nous envoyait énormément de WhatsApp. On avait un groupe familial sur lequel on s'écrivait, donc on voyait tout son enthousiasme, elle était ravie de démarrer son voyage. Donc le premier jour, elle nous explique qu'elle est bien arrivée à Narita, une petite ville qui est à côté de l'aéroport. Puis le deuxième jour, lorsqu'elle arrive à Nikko, tout de suite, elle nous fait part de son enthousiasme, elle nous dit qu'elle est enfin arrivée, que le voyage de ses rêves va débuter. Puis le 29 juillet, plus rien. Donc ça a été pour nous assez brutal, puisqu'on avait l'habitude d'avoir énormément de messages, puis d'un seul coup, plus rien. Et pendant quelques jours, on a commencé à s'angoisser. Moi, en plus, dans la nuit du 29, j'ai eu comme un flash, imaginant que Tiffaine était en danger, donc j'avais une boule au ventre. Donc le 29, le 28, enfin, les jours passés, on était tous très angoissés, on essayait d'interagir sur notre groupe familial. Puis en fait, le 1er août, d'un seul coup, je reçois un message de l'ambassade qui nous explique que Tiffaine a disparu. Et là, ce message, je m'en souviendrai toute ma vie, ça a été comme un coup de poignard. Je me suis dit, ah, c'est pas possible. Toute cette angoisse qui était en nous, d'un seul coup, s'est manifestée par ce message. Donc non, ça a été une angoisse terrible. Nous, alors, on ne s'est pas posé de questions. Dès que Tiffaine a disparu, on s'est dit, non, mais de toute façon, on est parti tout de suite au Japon. On n'a pas hésité. Nous devions y aller. C'était presque, enfin vraiment, c'était logique pour nous d'y aller. Donc moi, Sybille et Stanislas, donc ma petite sœur et mon petit frère, parce que nous sommes 4, donc je suis l'aîné, Tiffaine la deuxième, Sybille la troisième et Stanislas le quatrième. Donc on est assez soudés les uns et les autres. Donc tout de suite on décide de partir au Japon. Et d'abord, Sybille et moi arrivons les premiers. Et là, la police de Tochigi vient directement nous chercher à l'aéroport de Tsunomiya, donc la capitale de la préfecture de Tochigi. Donc la police vient nous chercher directement. Et là, déjà, on voit que le dialogue est difficile, puisque tout de suite, il nous montre un foulard sur une photo. Donc on se dit, bah, quel est ce foulard? Et en fait, rien n'est évident, parce qu'on voit que la discussion n'est pas fluide. Et en fait, à partir de là, on a compris très rapidement que déjà la police ne voulait pas chercher, ne ferait pas de recherche. Et surtout, dès le premier jour, ils nous ont donné la valise de Tiffaine en disant, voilà, c'est terminé, il n'y aura pas de recherche. Donc tout de suite, on s'est heurté à vraiment des problèmes de communication. On voyait vraiment deux cultures qui n'arrivaient pas à communiquer. Et donc après tout ça, pendant ensuite des mois, le premier mois où on a recherché Tiffaine, on a vu que les problèmes de communication s'accentuaient. Puis en fait, on a découvert que le système judiciaire japonais était très différent du nôtre. Il a fallu, là où on en est maintenant, en fait, c'est aussi la réflexion, un travail de plus de 6 ans de recherche. Donc tout de suite, en fait, quand on est arrivé au Japon, on voyait qu'il n'y avait pas de recherche menée. Donc on a compris d'abord, enfin il a fallu un certain temps, mais qu'au Japon, quand vous avez des disparus, il n'y a pas de recherche organisée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de battu et que rien n'a été fait. C'est ce qu'on appelle le phénomène des évaporés Jouatsu. Donc on a été confronté à ce premier problème. Donc il n'y avait aucune recherche terrain menée. Parce que nous, on se disait qu'on est arrivé, il y avait quand même un caractère d'urgence. On s'est dit peut-être que Tiffaine est blessée quelque part et qu'elle nous attend. Et ensuite, lorsqu'on a compris que la piste accidentelle était peu probable et que c'était probablement la piste criminelle, c'est celle maintenant qui ressort le plus, que les Japonais n'ouvraient pas d'enquête criminelle tant que la personne n'était pas arrêtée, soit prise en flagrant délit
ou même Amrité. Donc ça, c'était un vrai problème culturel qu'on a, et d'ailleurs auquel on est encore confronté, puisque la justice japonaise, pour ces deux raisons-là, le phénomène des évaporés et l'absence d'ouverture d'enquête, refuse en parallèle de collaborer avec la France, qui, eux, aimeraient que des véritables investigations soient menées. Donc le pôle essaye en ce moment, le pôle Cold Case, qui a repris l'affaire de Tiffen en janvier 2023, essaye d'obtenir des informations, mais on est toujours bloqué à ce niveau-là. Donc là, ça sera la 3e commission rogatoire internationale qui est au Japon actuellement. Les 2 autres, les Japonais, n'ont pas renvoyé ce qui avait été demandé. Et là, la 3e commission rogatoire est au Japon en ce moment. Donc les juges, évidemment, espèrent pouvoir obtenir des informations sur l'enquête qui a été menée par les Japonais. Ils espèrent aussi avoir les 800 heures de vidéos de caméra surveillance que les Japonais expliquent avoir conservées. Donc ça, c'est un élément important puisque le pôle aimerait pouvoir analyser ces vidéos pour être sûr que Tiffen n'était pas sur ces vidéos à l'aide de logiciels sophistiqués, ce qui permettrait aussi de montrer qu'il est peu probable que Tiffen soit sortie de l'hôtel si, en plus de ça, on la trouve sur aucune des vidéosurveillance. Donc cette CRI est en cours actuellement. Nous, ils nous ont redonné la valise de Tiffen, on disait qu'il n'y aurait plus rien. Donc nous, on a commencé à mener nos actions, et ça, c'est par là aussi le premier mois, par la volonté de Sybille, qui est journaliste, qui a commencé elle-même à trouver des contacts et à auditionner les gens qui auraient pu croiser Tiffen. Et donc, on a eu des retours. Par exemple, on a su que Tiffen avait dîné avec un couple de Français le 28 juillet à Nikko. Donc, ils nous ont expliqué dans quel état d'esprit elle était. Donc, elle était radieuse, elle était déterminée à vivre son voyage pleinement. On a pu aussi interroger les gens qui avaient pris le petit déjeuner avec Tiffen le dimanche matin, avant 10 h. Donc, en fait, effectivement, on a pu nous-mêmes recueillir des témoignages essentiels que les Japonais n'avaient pas fait. Et surtout, les Japonais ont fait ce type d'audition longtemps après, et on voyait qu'elles étaient presque moins complètes que les nôtres. Donc oui, en fait, depuis 5 ans, on a continué à collecter un maximum d'indices. Et oui, on mène une véritable enquête. À chaque voyage, on a des objectifs précis. Là, on est arrivé, je trouve, à peut-être un voyage qui est essentiel, puisqu'il y a eu un fait majeur. Donc l'ONU a fait une demande d'action en urgence, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à la police de Nikko d'enquêter, que les suspects soient identifiés et donc interrogés, et aussi qu'on nous communique le dossier d'enquête. Donc le fait que l'ONU demande au Japon d'intervenir, ça a intéressé les médias qui ont beaucoup parlé de l'affaire de Tiffen, et ça a conduit à une autorité publique, donc à au gouverneur de Tochigi, la préfecture où Tiffen a disparu. Ça l'a conduit à me recevoir et à s'excuser publiquement. Et ces excuses publiques au Japon, c'est quelque chose de très très fort, parce que c'est un petit peu un aveu de culpabilité. Et depuis, ça a énormément mobilisé les Japonais qui nous aident de plus en plus. Et donc, l'objectif de ce prochain voyage, c'est maintenant que les Japonais sont prêts à nous aider, c'est de faire donc un appel à témoins aux Japonais pour obtenir tous les témoignages qui avaient été donnés à la police et qui n'ont jamais été donnés à la justice française. Donc cet appel à témoins, c'est vraiment un point essentiel du voyage. Après, ce qui est important aussi, c'est qu'on n'oublie pas Tiffen. Donc on a prévu qu'une statue de Tiffen soit déposée à Nikko le 29 juillet pour les 7 ans de sa disparition. Et puis après, il y a toujours dans ce voyage les réunions avec la police. D'ailleurs, on prépare cette réunion-là où, en amont, on envoie nos questions à la police pour qu'ils puissent les traiter. Donc on va essayer d'être le plus rigoureux possible et de continuer à grappiller un maximum d'informations comme on fait depuis pratiquement 7 ans. Donc ça, c'est des points essentiels. Évidemment, la rencontre avec l'ambassade est essentielle. Et puis on va rencontrer nos soutiens japonais qui continuent à se mobiliser depuis la prise de parole du gouverneur en 2023. Lorsque Sybille a interpellé Emmanuel Macron et Shinzo Abe à l'Élysée, je pense que ça a été un tournant pour nous, parce que ça a permis de comprendre que malgré le fait qu'à l'époque le Premier ministre japonais Shinzo Abe appelle directement la police locale, n'avait pas non plus, alors certes ils avaient été mis sous pression, mais ça n'avait pas engendré plus de recherches. Donc c'est ce qui nous avait permis de comprendre qu'en fait il n'y en aurait jamais, et donc qu'il fallait les faire nous-mêmes. Moi, quand Sybille a interpellé Emmanuel Macron et Shinzo Abe, j'étais évidemment stressé, surtout que moi j'étais au Japon à ce moment-là, donc je l'ai vu sur mon écran d'ordinateur.
Donc oui, j'ai eu très peur pour Sybille. En plus, j'entendais dans le son de sa voix qu'elle était très émue et très stressée, parce qu'interpeller un chef d'État, des chefs d'État comme ça, un petit peu de manière improvisée, moi j'avais très peur qu'elle se fasse sortir, ou en tout cas qu'elle se fasse rabrouer. Mais ouais, donc ça a été beaucoup de stress, surtout que le temps que Sybille me rappelle, il y a eu un temps assez long. Donc non, c'était cette interpellation je pense, a été essentielle dans notre combat. Ça nous a permis de comprendre des choses, mais ça a été très très stressant. Alors nous, on a été élevés seuls par notre mère, mais en fait, on est 4 en pratiquement 6 ans. Donc en fait, on est très proches en âge, et donc on est extrêmement solidaires. Donc non, il y a eu tout de suite, le premier mois, on pleurait dans les bras les uns des autres, on était extrêmement solidaires, on se battait, on était organisés. Donc non, non, ça n'a pas... Évidemment, il y a eu des moments où ça pouvait être plus difficile, notamment lorsqu'on a des choix à faire, des choix d'avocat, des choix politiques aussi, puisqu'on a sollicité nos élus sur la manière, mais on est toujours resté extrêmement soudés. Moi, en quelque sorte, je suis le leader du combat, mais sans Sybille et sa rigueur journalistique qui permet de mener des enquêtes, sans notre mère qui est là en pilier, je pense que ça aurait été compliqué. Donc oui, c'est grâce à ce soutien. Et puis de manière plus large, en fait, c'est que on a réussi à fédérer, on a énormément de gens qui nous ont rejoints, soit par le biais de l'association qu'on a créée en 2019, mais aussi par les réseaux sociaux. Donc là, il y a un élan de solidarité derrière nous qui est colossal. Mais c'est aussi le cas au Japon, où je suis hébergé, aidé, aiguillé. Donc non, il y a une vraie solidarité. C'est évident qu'il était impossible de ne pas savoir ce qui était arrivé à Tiffen. Et puis en plus, on l'a évoqué, c'est que dans le cas de l'affaire de Tiffen, il y a quand même des suspects qui n'ont pas été interrogés. Donc ça multiplie l'énergie pour se battre. Quand vous savez que des choses n'ont pas été faites, et peut-être qui nous permettraient de savoir la vérité. Donc pour nous, c'est logique de se battre. Évidemment, c'est usant, ça va bientôt faire 7 ans. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a la diplomatie, il y a la politique, il y a l'enquête. Faut faire, nous, la famille, on est obligé de faire le trait d'union entre la France et le Japon, donc ça aussi c'est épuisant. Donc tout ça c'est de l'énergie, mais on est toujours déterminé. Je pense que effectivement, ça a été particulièrement pour moi, je pense, même si ça a été dur aussi pour les autres, mais moi j'ai vraiment fait le choix, voyant qu'on avait besoin d'argent pour l'association, voyant qu'on avait besoin aussi, parce que c'est formidable, il y a une vraie bienveillance des médias, mais tout ça c'est aussi du temps, de l'énergie pour l'organiser. Pour créer des événements, on a créé une fresque à Poitiers, enfin là il y a la statue qui va arriver à Nikko, donc tout ça c'est un temps colossal. Donc oui, moi j'ai mis ma vie personnelle de côté, je suis content de l'avoir fait, je regrette pas, mais là effectivement il y a une période après pratiquement 7 ans où là ça commence plutôt à être usant, et je pense qu'on a presque été au bout de ce qu'on pouvait faire. Donc là, je parle plutôt pour moi, parce que je ne sais pas pour les autres, mais on arrive plutôt vers la fin d'un investissement total pour retrouver Tiffen. Au début, oui, le premier mois au Japon, c'était horrible pour moi. Alors là, j'avais envie de respecter aucun code, j'étais frustré. Et Sybille, je me rappelle, on avait une discussion intéressante, elle a dit, mais ne rejette pas le Japon, c'est le pays que Tiffen aime, et elle aurait été tellement heureuse qu'on soit avec elle. Donc cette phrase, ça a été un peu un électrochoc, ce qui fait que ça a mis de côté tous mes états d'âme. Et puis surtout, en fait, c'est que autour de la disparition de Tiffen, en fait, il y a beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc on est entouré en fait de gens bienveillants qui veulent nous aider, des gens qui font le maximum. Donc en fait, il y a des frustrations, notamment parce que les acteurs qui pouvaient agir n'ont pas agi comme ils auraient pu le faire. Je pense à la juge notamment de Poitiers, où un déplacement au Japon avait été obtenu par la diplomatie et a refusé. Donc ça pour nous c'est horrible, c'est quand des acteurs, quand vraiment les acteurs majeurs qui ont le plus de pouvoir finalement ne vont pas au bout. Par contre tout le reste, tous les gens qui nous ont aidés, il y a de l'amour et de la bienveillance, donc ça c'est quand même plus facile. Moi aussi, Tiffen serait ravi, mais je pense que je suis tombé amoureux du Japon petit à petit, parce qu'il y a vraiment des amis japonais, on a des amis japonais à Nikko ou ailleurs qui sont vraiment tellement admirables, déterminés. Donc je pense que j'ai beaucoup d'affection pour le Japon. Et après, ce qui me frustre, mais c'est plus pour les Japonais de manière globale, c'est que le système judiciaire est dur. Je veux dire, les victimes, qui sont souvent des femmes, ont pratiquement aucun moyen de porter plainte, ou en tout cas de faire écrouer leurs agresseurs. À Nikko, grâce à nos enquêteurs privés, on a découvert qu'il y avait une trentaine d'agressions sexuelles entre 2018 et 2021. Et moi, voyant
la complexité du système judiciaire qui arrête les agresseurs pratiquement en flagrant délit, je veux dire, je suis très pessimiste sur le fait qu'elle puisse obtenir gain de cause. Donc, non, je pense que le système judiciaire, il est avant tout violent pour les Japonais. Lorsque Tiffen a disparu, donc il y a eu on a fédéré et beaucoup de gens nous ont aidés. Et une amie d'enfance qui s'appelle Cécile Roine, qui était venue avec moi en octobre 2018. On avait pratiquement arpenté pendant des semaines toutes les montagnes, les collines, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore totalement écarté la piste accidentelle. Cécile Roine est très proche de nous. Et donc, petit à petit, elle s'est dit, mais pourquoi Cécile Roine, donc, qui est réalisatrice, qui fait des documentaires, s'est dit, mais pourquoi pas filmer tout ce que vous êtes en train de traverser. Elle a eu le déclic en juin 2019, quand on a déménagé l'appartement de Tiffen, où là, elle s'est dit, mais en fait, tous ces moments-là sont tellement durs, j'aimerais en faire un film. Donc c'est ce qu'a fait Cécile pendant pratiquement 4 ans. Elle m'a suivi au Japon en 2022. Et donc, toutes ces séquences, tout son travail colossal de réalisatrice, elle a décidé d'en faire un film. Donc ce film qui sort le 18 juin en plateforme et qui s'appelle L'air mouillé, raconte tout ce que j'explique sur le combat titanesque qu'on doit mener pour retrouver Tiffen. Très rapidement, en fait, après la disparition de Tiffen, on a vu qu'il y avait d'autres Français qui disparaissaient à l'étranger. Donc petit à petit, on s'est rapproché de nombreuses familles qui étaient dans le même cas que nous. Et en fait, on a vu que les problématiques étaient les mêmes. C'est-à-dire que, ce que j'expliquais tout à l'heure, enfin, la famille et le trait doit faire un petit peu la jonction entre le pays du lieu de la disparition et la France, qui a aussi un rôle à jouer essentiel. Et donc j'ai vu que c'était comme nous, c'est-à-dire qu'elle devait porter ce combat à part entière. Et on s'est dit qu'il n'existait aucun support. Donc rapidement, on s'est dit, mais en fait, je pense qu'il serait important, on a discuté avec Sybille, qu'il serait important qu'il y ait une association spécialisée pour aider les familles françaises qui ont des disparitions à l'étranger. Et donc, après cette réflexion, il y a maintenant plus d'1 an, on a décidé de créer l'Entraide, l'Association nationale Tiffen pour la recherche à l'étranger des disparus. Donc de créer cette association pour aider les familles qui ont des disparitions à l'étranger, que ce soit pour financer leurs actions, pour les aider d'un point de vue diplomatique. Les ambassades ont un rôle essentiel à jouer, mais tout ça, il faut les mobiliser. Donc l'existence de cette association a pris sens après tout ce qu'on a traversé. Pendant les premiers mois, après les premiers mois de sa disparition, ça m'arrivait parfois d'employer le passé. Et en fait, je me suis vite corrigé. Et maintenant, en général, enfin, moi que je l'ai fait là, mais je ne me suis pas rendu compte, en général, j'utilise toujours le présent. Puisqu'on ne sait pas. C'est tout le drame d'une disparition. C'est qu'on ne sait pas. On voit qu'au Japon, il y a aussi des cas de kidnapping et de séquestration. Donc, comme on voit que la piste accidentelle est peu probable, on se dit qu'il est peut-être possible qu'elle ait été kidnappée. Donc moi j'utilise le présent. Oui. Tant qu'on ne sait pas, pour moi Tiffen n'est pas décédée. Même si au fond de moi, je sais qu'il y a peu d'espoir que Tiffen soit en vie quelque part. Tant qu'on ne sait pas, nous, dans ma tête, elle est vivante. Dans le cas de la disparition de Tiffen, en fait, il y a plusieurs suspects qui se sont dégagés au fil de nos investigations. C'est que déjà, Tiffen, il semblerait qu'il soit peu probable que Tiffen soit sorti de son hôtel. Donc effectivement, les premiers suspects, et nous, ce qu'on pense, ma mère, moi et Sybille, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans l'hôtel. Ça, c'est un petit peu notre conviction. Le problème, c'est qu'à l'hôtel, évidemment, il y a un gérant avec sa famille, mais il y avait aussi d'autres touristes japonais. Donc pour nous, il s'est passé quelque chose là. Donc c'est très probable que Tiffen ait été agressé dans sa chambre d'hôtel. Après, le problème, c'est qu'à force de creuser, on a vu qu'ensuite, quand on sortait de l'hôtel, un homme nous avait interpellés en disant qu'il avait vu Tiffen. Il avait l'air plutôt agressif. Il n'avait pas l'air de mentir. Donc déjà, il y a un deuxième suspect direct qui n'a jamais été interrogé. Puis après, quand on élargit encore plus le champ, on découvre qu'il y a un troisième suspect qui se fait passer pour un faux guide et qui agresse les femmes. Et enfin, pour couronner le tout, ça a été ce qu'on a découvert aussi, c'est que de manière très large, dans la région de Nikko, il y a énormément de corps retrouvés, il y a eu des corps démembrés, il y a eu aussi des tentatives de kidnapping. Donc en fait, ça nous glace le sang. Ouais. Il y a plusieurs scénarios qui nous angoissent, mais c'est vrai que la police française l'avait dit tout de suite et tout le monde était d'accord avec eux. Tiffen a disparu d'un hôtel. Donc on a un lieu et des gens. Donc en fait, la question ne se pose pas. En fait. L'enquête aurait dû démarrer d'ici avec une perquisition et une audition de tous les gens qui avaient été en contact avec Tiffen. Et ça n'a jamais été fait.
Ce qui nous fait penser, ce qui nous donne la conviction que Tiffen s'est fait agresser dans sa chambre d'hôtel, c'est qu'il y a plein d'éléments qui, au fur et à mesure des années, se sont dégagés. Déjà, très rapidement, lorsque la police a pu discuter avec le gérant, il explique que Tiffen est parti à 10 heures. Sauf qu'on a pu avoir accès à sa boîte mail grâce à notre petit frère qui a réussi à accéder à ses comptes. Et donc on a pu accéder à une application qui s'appelle Google Maps qui montre qu'en fait, en réalité, Tiffen n'est pas sorti de l'hôtel et que surtout son téléphone sur l'application Google s'arrête à 11h40 et les points indiquent qu'elle est probablement dans sa chambre d'hôtel. Donc déjà, il y a eu il y a eu ces 2 points qui nous ont interpellés. C'est le fait que Tiffen soit parti, donc pas à 10h mais bien après, et que le téléphone montre qu'elle est plutôt dans l'hôtel. Donc déjà, on a des suspicions. En plus, ce n'est pas clair, puisque même si c'est des bouts d'audition, il n'y a pas eu de véritable audition, on ne comprend pas ce qu'explique le gérant de l'hôtel. Il a sa famille qui travaille avec lui, mais on ne sait pas qui était là. Ils se contredisent tous. Donc en plus, sur les petits bouts d'audition, ce n'est pas clair. Et ensuite, l'un des éléments majeurs qui nous a toujours interpellés, c'est que le début août 2018, notre maire qui était restée à Poitiers avait rédigé une lettre qu'elle avait adressée à Emmanuel Macron. Et donc la police locale l'avait su et vexée et nous avait convoqués à l'hôtel pour nous dire « Vous allez voir, nous on est aussi des spécialistes, on a de la police scientifique qui peuvent travailler. » Et donc ils avaient voulu absolument, en ma présence, faire un test au luminol dans la chambre de Tiffen, auquel j'avais été obligé d'assister. Et en fait, donc ils ont fait tout le procédé. Ils ont mis un temps fou à fermer le rideau pour qu'on soit dans l'obscurité, puisque pour faire ce test au luminol, il faut être dans l'obscurité. Mais ça m'a fait réaliser qu'en fait, ils n'avaient pas fait de préparation en amont, puisque ça avait mis un temps fou pour préparer la chambre. Et donc, au moment de ces tests, sur l'un des murs est apparu des éclaboussures bleues, qui, selon les experts qu'on a sollicités, nous disent qu'il est très probable que ce soit du sang, selon leur explication, parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Et là aussi, ça va bientôt faire 7 ans, on n'a jamais eu de réponse sur ce qui s'est passé. Ça avait été demandé dans les différentes séries de savoir ce qui avait été fait, quel rapport. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'échantillon à l'endroit où le luminol est apparu. Or, selon les experts qui nous ont conseillé, la question ne se posait même pas. Il fallait prendre des échantillons et les analyser. Donc, quand on rassemble tous ces éléments, effectivement, on peut se dire que s'il ne s'est rien passé dans l'hôtel, vraiment, ça serait quand même étonnant avec tous les éléments qu'on a.